atelier CSRD. Alors, l'idée pour nous, ce sera de comprendre déjà, quand on nous par la CSRD, quels sont les enjeux liés à la CSRD, quelles sont les exigences liées à la CSRD. Et vous aurez la possibilité, comme l'a indiqué Julie, de poser toutes vos questions, mais également de contribuer à cet échange, à cette réflexion, à ce débat à travers des commentaires, des remarques, des contributions, des partages d'expériences. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, toutes vos remarques, tous vos commentaires sont les bienvenus à travers le chat. Je constate aussi qu'il y a Franck qui a déjà commencé à se présenter, qui s'est introduit. Il est coordinateur RSE basé en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agro-industrie. Donc, n'hésitez pas, comme Franck, à vous présenter en indiquant votre nom, votre prénom, votre pays d'origine, votre pays de résidence, votre secteur d'activité, votre expertise, parce que l'idée, c'est d'échanger, de connecter, de réseauter et pourquoi pas de pouvoir créer par la suite voilà, des synergies. Merci beaucoup, Julie. Je crois que tu as projeté déjà ton écran. J'avais coupé, Est-ce je que vous voyez voulais. tous l'écran de Julie? Est-ce que là, c'est D'accord, bon? ok. Vous le voyez? Oui, là, c'est bon. Superbe. Merci beaucoup, Julie. Je te passe la main et étant donné qu'à chaque session, nous avons de nouveaux participants, je t'invite de nouveau, s'il te plaît, à te représenter. Et donc, juste pour votre information, chers participants, Julie est également cofondatrice du think tank RSE et de WAFI. Voilà, Julie, je te passe la main. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole parce que moi, je ne vais pas voir les questions. Donc, si à un moment, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne vois pas les mains levées, mais après, on a Safi et Toundé qui sont là aussi pour réguler ça. Donc, ravie d'être parmi vous. Donc, moi, je suis Julie Biron, cofondatrice du think tank RSE et de l'agence WAFI. Donc, très, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le think tank, c'est un laboratoire d'idées où on est là pour porter la voix des acteurs engagés sur le continent, en lien avec aussi le continent européen. Donc, on est plutôt sur des plaidoyers, des articles. Vous avez dû voir les articles que nous avons sur Link. Nous avons aussi, bien entendu, le parcours Changemaker qui est là pour sensibiliser, informer l'ensemble de nos partenaires, de nos membres sur qu'est-ce que c'est que les enjeux de durabilité en Afrique. Et à côté, on a l'agence WAFI qui est plutôt là pour accompagner et former les entreprises sur ces secteurs, sur ces enjeux de durabilité et de RSE. Donc, on propose des formations et de l'accompagnement. Très rapidement, pour rappeler au niveau du parcours Changemaker, vous avez peut-être déjà assisté à plusieurs ateliers, donc on aura plusieurs thématiques qui ont déjà été faites et qui vont être faites tout au long de l'année, qui se regroupent autour de la gouvernance, la stratégie, le climat et l'énergie, l'agriculture, biodiversité, l'économie circulaire et les normes, tout ce qui est lié à la communication responsable, mais aussi à la data intelligence, des sujets émergents et sociaux, et bien entendu les réglementations qui sont liées à ça. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons aborder aujourd'hui la CSRD, qui est une directive européenne, mais je vais vous expliquer pourquoi, pour nous, il nous semble intéressant d'en parler. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre votre prénom, votre secteur d'activité, les attentes que vous avez sur cet atelier et éventuellement l'état d'esprit que vous avez pour cet atelier. L'idée, comme l'a dit Safi, c'est vraiment d'échanger, donc n'hésitez pas à intervenir voilà, quand vous avez besoin, quand vous avez envie, quand vous voulez illustrer sur mes propos. Donc, on va pas tarder sur la CSRD. Donc, c'est une nouvelle directive européenne qui a modifié le reporting extra-financier sur le continent européen. Je vais directement partir sur un cas concret. Pourquoi, pour moi, ça me semble très important de parler d'une réglementation qui est européenne sur le continent africain et auprès de vous qui œuvrez en Afrique. Si on prend par exemple, c'est un exemple, mais on pourrait en prendre d'autres et n'hésitez pas à intervenir si ça vous parle. Si je prends par exemple
dans un contexte, une PME qui est basée en Côte d'Ivoire, par exemple, et qui travaille sur le cacao transformé en beurre ou en pâte, et que la majorité de son activité est de l'exportation de sa production vers des industriels européens. Jusqu'ici, depuis lors, à chaque fois, ces relations commerciales étaient très stables, avec des produits compétitifs par rapport à son marché, et personne n'exigeait de reporting RSE structuré. Et soudain, dès 2025, son principal client, qui est européen, qui est lui soumis à la CSRD, va lui adresser à cette entreprise une demande, c'est-à-dire de lui fournir en fait l'empreinte carbone de sa production, les conditions de travail et la traçabilité de ses approvisionnements. Pourquoi elle va demander ça? Parce que justement, cette entreprise européenne, elle est désormais assujettie à la CSRD, qui est une norme assez complexe qu'on verra tout à l'heure. Et sur cette norme, elle doit reporter l'ensemble de sa chaîne de valeur, dont son partenaire africain qui lui propose sa matière première pour transformer. Concrètement, quelle incidence ça a pour l'entreprise africaine? C'est qu'elle va être au départ sûrement en incapacité de donner des données fiables par rapport aux exigences de son client. Parce que souvent, dans la majorité des entreprises, en tout cas les PME, on n'a pas de système de collecte de données par rapport à ça, ou en tout cas on a de l'information mais un peu dispersée. Le risque qu'il va avoir, c'est que malheureusement pour cette entreprise, elle risque de perdre en tout cas son client, ou en tout cas que les conditions au niveau de son contrat seront révisées. Et surtout, elle va avoir une mise en concurrence avec d'autres fournisseurs qui ont, eux, peut-être déjà mis en place en fait un reporting de durabilité. Ce que ça va amener, sûrement, c'est un stress au niveau des équipes, c'est une incompréhension des exigences qui est demandée, et surtout des enjeux pour cette entreprise. Et bien entendu, si elle veut se remettre au plat, eh ben, ça va lui demander des coûts, des coûts qui seront liés peut-être à une audit si son client l'exige, mais aussi une mise en conformité, et peut-être de mobiliser des nouveaux salariés en RH. Cette situation, je vous la donne parce que ça a été une entreprise que j'ai accompagnée qui a été vraiment dans ce cas-là. N'hésitez pas, est-ce que de votre côté, c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Est-ce que vous avez déjà été confronté un peu à des exigences, peut-être pas à des secteurs européens, mais peut-être à d'autres acteurs partenaires? N'hésitez pas à mettre dans le chat si en tout cas c'est quelque chose qui vous parle. En gros, moi, ce que je voulais expliquer dans cet atelier, c'est que, en effet, la CSRD, ça reste une contrainte directe juridique au niveau de l'Europe, mais pour les pays africains, en fait, ça va devenir, enfin, en tout cas pour les entreprises africaines, ça va devenir surtout une contrainte économique indirecte, mais immédiate, pour ceux qui travaillent déjà avec des clients ou des partenaires européens, ou ceux qui ont cette envie de travailler là-dedans. Elle impose cette nouvelle directive aux acteurs, elle impose de structurer des données ESG. Donc, quand je dis ESG, on est bien dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle demande que tous ces critères soient vraiment structurés pour permettre d'accéder au marché européen. Mais aussi, ça va commencer, en tout cas même dans les banques africaines, c'est des sujets qui commencent à être de plus en plus importants pour aider l'investissement. Et du coup, ça va commencer de plus en plus pour les acteurs africains à permettre de donner des décisions par rapport aux investissements et par rapport à l'accès au financement. Donc, du coup, l'ESG, maintenant, ce n'est plus que de la communication, ça devient vraiment une preuve de performance pour les entreprises. Et si les entreprises africaines ne commencent pas à parler le même langage, eh ben, malheureusement, petit à petit, elles vont sortir d'un marché, si elles souhaitent en tout cas intégrer le marché mondial, ou si elles comptent accéder à des financements au niveau des banques. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Donc, Alors, si... Oui, Julie, oui, euh, j'aimerais appuyer par rapport à ce que tu disais concernant la ouais, CSND. ouais, Moi, je suis en agro-industrie, transformation de cacao, Côte d'Ivoire, mm, et nous sommes confrontés aussi à la RDIE, ouais, la réglementation sur la déforestation. Et ça nous
C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'outils et tout ça. Et c'est maintenant que nous sommes en train de mobiliser les outils de traçabilité, gérer la déforestation et tout. Exactement. Merci Camille pour cet exemple. On est bien d'accord qu'en en fait, pour comprendre, c'est que l'Europe a mis tout un levier de réglementation lié à l'accord de Paris, au Pacte vert. Donc, on a aussi tout ce qui est lié à la taxonomie, à la CS3D, à la CCRD, au RUD, comme tu l'as dit. Et en effet, selon le secteur où on se trouve, il est important de faire des veilles. Et comme tu l'as dit, le souci, c'est que souvent, les acteurs européens sont accompagnés ou on laisse le temps, tandis que les acteurs, les partenaires commerciaux qui se trouvent sur le continent ne sont pas forcément accompagnés là-dedans, ni sensibilisés, et ils se retrouvent à devoir mettre en place des choses sans être préparés. Et c'est pour ça que pour moi, il était important de parler de ces nouvelles réglementations, parce qu'on a l'impression que ça va pas impacter, mais malheureusement, ça va arriver très vite et en fait, les autres entreprises sont déjà prêtes et certaines ne seront pas prêtes et du coup, elles vont vite être mises à côté des opportunités de marché parce que les autres entreprises ne vont plus attendre. Donc, merci pour ta contribution. On est bien d'accord qu'il y a plein d'autres réglementations et en effet, en fonction du secteur dans lequel vous vous trouvez, euh, on aura, voilà, bah là, tu es sur la déforestation, on a aussi tout ce qui est lié au carbone. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de réglementations qui sont en train de se mettre en place en Europe et c'est vrai que c'est intéressant de se mettre une veille par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire que sur l'ensemble de ces réglementations, c'est qu'elles sont toutes liées à la durabilité et elles demandent tous un effet de transparence et de traçabilité. Donc, on a des différences entre chaque, mais en tout cas, les entreprises qui souhaitent travailler et ouvrir leur activité sur le niveau mondial ou international, elles vont devoir structurer vraiment leurs données et leur traçabilité et commencer à être beaucoup plus transparentes sur ces enjeux-là. Donc, si une entreprise souhaite justement s'adapter à ce contexte qui est international, elle a intérêt à sécuriser, enfin, si elle s'adapte, ça va lui permettre de sécuriser ses marchés européens, mais elle va aussi devenir beaucoup plus attractive par rapport aux investisseurs, comme je vous l'ai dit, et elle va se permettre de se différencier des concurrents. Donc, en fait, tout d'un coup, tout ce qui est lié à l'ESG, à la durabilité, à tout ce qui est climat, etc., au carbone, ça devient vraiment un accès, un levier d'accès au financement et au marché pour les entreprises. Là, on parle de l'Europe, mais juste pour information, par exemple, la Chine, on va reparler tout à l'heure aussi, mais a suivi les traces et elle est aussi sur cette notion de double matérialité qu'on va voir tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire qu'on a de plus en plus de pays qui rejoignent un peu la réglementation européenne, même si c'est pas dans les mêmes degrés, mais on voit bien que ça devient quelque chose de très important. Ce qu'il faut comprendre maintenant, une fois que je vous ai montré un peu pourquoi, pour moi, ça me semblait très important de parler d'une réglementation qui est européenne et pour, maintenant, vous l'aurez compris, pourquoi ça a un impact indirect pour les entreprises africaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comment se structure cette nouvelle réglementation au niveau de l'Europe. Donc, en fait, elle est basée sur trois dimensions importantes qu'il faut bien comprendre. Elle est basée d'abord sur la stratégie climat, c'est-à-dire que l'Europe a décidé d'appuyer au niveau réglementaire ces entreprises sur ces sujets-là, parce qu'avant, vous le saviez peut-être, les entreprises pouvaient déclarer l'extra-financier, mais sans que ça soit audité et sans avoir un cadre. C'est-à-dire qu'on pouvait cacher ce qu'on faisait mal et mettre que ce qu'on faisait bien. Donc, pour pallier à ça, l'Europe a décidé de réglementer et du coup, maintenant, les grandes entreprises sont obligées d'avoir un rapport qui est audité, qui est mis en ligne et qui a une trame sur ces enjeux de durabilité. C'est-à-dire qu'elle ne va plus pouvoir cacher ce qu'elle fait de moins bien au niveau de son impact au niveau de l'environnement et des personnes. L'autre notion très importante au niveau de l'Europe, c'est qu'elle impose aux grandes entreprises, donc quand je dis grandes entreprises, on y reviendra, mais en gros maintenant c'est 1000 salariés, parce qu'avant c'était plus bas, mais
l'Europe est revenue un peu en arrière avec la loi Omnibus. Mais en gros, pour les très grosses entreprises qui peuvent peut-être travailler avec le continent, surtout sur les matières premières, hein, c'est un des axes sur lesquels les pays européens travaillent le plus avec l'Afrique, sur les matières premières. C'est cette notion de double matérialité que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une des dimensions nouvelles, c'est que maintenant les rapports sont structurés. On a un cadre qui nous permet de suivre pour savoir comment présenter notre stratégie de durabilité. Donc, comme je vous le disais, à ce jour, la CSRD, si on parle que de la CSRD, ça concerne maintenant les entreprises de plus de 1000 salariés avec un chiffre d'affaires assez élevé. Il y a eu un retour en arrière. En 2024, si vous avez suivi un de mes ateliers, je vous disais que c'était à partir de 250. Vous voyez qu'il y a un gros net recul parce que ça a un peu frondé. Et donc maintenant, les entreprises de moins de 1000 salariés ne sont plus soumis à la CSRD, mais par contre, je mets un bémol, il est conseillé pour ces entreprises de mettre en place quand même un rapport qui permet aux entreprises donneurs d'ordre, donc c'est-à-dire aux entreprises de plus de 1000 salariés, de pouvoir comparer les entreprises entre elles et être sûr que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ils travaillent avec des entreprises qui respectent les enjeux de durabilité. Donc, dans ce cadre-là, avec ce recul qu'il y a eu, l'Europe a mis en place la loi Omnibus qui permet d'avoir un guide qui s'appelle la VSME pour permettre aux autres entreprises de commencer à structurer en fait leurs rapports. Et souvent, les grosses entreprises vont commencer à demander ça. Vont commencer à demander aux plus petites entreprises qui est sur leur chaîne de valeur d'avoir un rapport. Et maintenant, on peut se baser sur cette VSME qui est complète pour les plus de 200 salariés. Et l'Europe incite même pour les entreprises de moins de 50 salariés au moins à faire une VSME qui est plus simple, mais qui permet quand même d'avoir les éléments pour les donneurs d'ordre. Et indirectement, pour moi, ça concerne aussi, comme je vous l'ai dit, les entreprises africaines qui souhaitent travailler avec l'Europe ou les entreprises africaines qui travaillent déjà avec l'Europe ou les entreprises africaines qui souhaitent avoir des financements ou investir et auprès des banques où les banques vont demander de plus en plus ce genre de rapport. Pour bien comprendre et pour résumer ce que j'avais dit, l'objectif pour l'Europe, c'est vraiment de réorienter les flux vers des entreprises qui ont un modèle économique beaucoup plus durable et responsable. Et ça, parce qu'ils souhaitent que les entreprises soient résilientes au changement climatique et aux impacts négatifs par rapport à l'environnement. Et donc, bien entendu, l'ensemble de ces réglementations qu'on a là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de répondre à l'ambition de neutralité carbone pour 2050 au niveau de l'Europe. N'hésitez pas à me dire si c'est compliqué. Je suis désolée, c'est un domaine qui n'est pas évident parce que c'est réglementaire. Donc, je souhaite vulgariser au maximum, mais en même temps, je suis obligée de vous donner des éléments qui sont un peu compliqués. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir et à interroger parce que c'est vrai que c'est un domaine et enfin expliquer tout ça en 30 minutes et avec les questions-réponses, on va dire en 1 heure, c'est quand même très compliqué. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir si vous comprenez pas. Juste, et on est obligé d'en parler. Je vous ai mis ce graphique, ce schéma qui paraît peut-être un peu compliqué, mais en gros, c'est la structure du rapport de durabilité pour les entreprises européennes, qu'elles passent par la CSRD ou par la VSME. En gros, le rapport et le reporting, il est divisé en 3. On appelle ça les VSRS, c'est les standards de reporting au niveau européen, qui sont basés sur la norme ISO 26000. Donc, c'est pas très loin de tout ce que vous connaissez dans la RSE. Mais en gros, on a bien entendu les normes thématiques classiques ESG, donc environnement social et gouvernance. Et dans environnement, en fait, les entreprises européennes vont devoir parler du climat, de la pollution,
de l'eau, de la biodiversité et de l'économie circulaire et d'utilisation de leurs ressources au niveau environnemental. Au niveau social, elles vont devoir parler de l'ensemble de leur main-d'œuvre au niveau de l'entreprise, mais aussi, comme je vous l'ai dit, des travailleurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des communautés affectées par leur activité et des utilisateurs. Et bien entendu, on a la gouvernance avec l'ensemble des conduites des affaires. Donc, dedans va rentrer tout ce qui est lié à la gouvernance classique, mais aussi à la stratégie que vous allez mettre en place, la gestion des impacts, risques, opportunités pour savoir si vous avez bien évalué pour votre développement de votre activité les risques et les opportunités qui sont liées au changement climatique, par exemple, ou à la pollution, etc. Et bien entendu, on va demander comment vous mesurez l'ensemble de ces objectifs. Sur la partie initiale, normes transverses que vous voyez là, c'est la présentation. On va vous demander la présentation classique de votre entreprise et le business model que vous mettez en place par rapport à ces enjeux-là. Est-ce que c'est assez clair pour vous ou pas, ou vous avez déjà des questions? Est-ce que c'est clair? Ouais, je peux continuer. Après, de toute façon, il y aura enfin, on posera les questions, hein. J'espère que je vous perds pas Alors, trop. Ouais, on a quelques commentaires ouais, au niveau du chat, notamment le commentaire de Lydie. Alors, n'hésitez pas, comme Lydie, hein, à nous laisser vos contributions, remarques, commentaires. Donc, alors, dans le cadre de l'agro-industrie, les exigences en matière de CS3DD, la RDUE et de CSRD viennent se rajouter aux exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments, ouais, résidus de pesticides, process risque qualité, certification, santé des sols, impactant les chaînes de valeur. Les enjeux sont effectivement importants sur le plan financier, social et économique, surtout les entreprises qui exportent vers l'Europe. La VSME, alors, c'est pour le reporting volontaire concernant les entreprises qui ne sont plus visées suite aux modifications omnibus. c'est Voilà, ça. C'est exactement ça. c'est la Merci beaucoup. contribution de Lydie. Merci beaucoup, Lydie. On est exactement là-dedans. Donc, comme je le disais, en 2024, on a eu la CSRD qui, normalement, concernait pratiquement toutes les entreprises. Maintenant, on est vraiment sur beaucoup moins d'entreprises. Mais par contre, comme je le disais, donc c'est volontaire. La VSME est volontaire et elle ne sera pas auditée. L'autre grosse différence aussi, c'est que la VSME on n'a pas l'obligation de faire la double matérialité, mais ça, je vais en revenir tout à l'heure. Par contre, en effet, c'est volontaire, ça ne sera pas audité, mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont questionner, enfin, je ne sais pas si vous avez été concerné, mais en tout cas, pour certaines entreprises qui travaillaient avec des grands donneurs d'ordre, souvent il y avait des questionnaires qui étaient envoyés. Donc maintenant, ils vont plus envoyer des questionnaires, ils vont demander le rapport. Et c'est pour ça que je dis que même si vous avez cette impression de ne pas être concerné parce que c'est une loi européenne, euh, dites-vous bien que de plus en plus d'entreprises, même qui sont implantées en Afrique, les grandes entreprises qui sont implantées en Afrique, je prends par exemple, moi j'accompagne des entreprises africaines, elles sont africaines, mais elles sont en gros, soit c'est des filiales européennes et du coup ils sont redevables de la CSRD et donc ils vont vous demander, si vous travaillez avec eux, ces rapports-là, ou même des très grands groupes africains qui travaillent déjà avec l'Europe et qui sont eux-mêmes dans l'obligation de produire s'ils veulent continuer à travailler avec l'Europe. Et du coup, indirectement, ils vont demander de plus en plus à leurs partenaires dans leur chaîne de valeur ces rapports-là. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, c'est fortement recommandé pour être compétitif sur le marché. Je continue. Donc, il y a 12 ESRS, c'est ce que je vous ai montré. Là, ça fait 12 avec. Donc, qui sont bien entendu répartis en environnement et gouvernance. Et c'est ce rapport qui sera sous cette forme-là, qui doit être de version digitale et qui sera mis disponible sur Internet. Donc, ça veut dire que les grands groupes, ils ont cette obligation de publication. Donc, vous pouvez aller chercher vous-même des rapports qui ont déjà été audités.
activité. Par contre, pour tous ceux qui sont avec moins de 1000 salariés ou tous les partenaires comme toutes les entreprises africaines, il n'y a pas cette obligation de transparence et de publication. Mais pareil, je vous conseille quand même de commencer ça parce que ça va montrer que vous êtes à jour de toutes ces exigences. Juste rapidement, par exemple, pour la VSME module de base, euh, ce qu'on peut demander en reporting, par exemple, au niveau de l'environnement, ça va être la consommation, par exemple, d'énergie que vous avez. Ça peut être les émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1 et 2. Ça va être aussi possiblement les émissions de polluants demandées réglementairement au niveau de votre activité, bien entendu. Quand je parle de tout ça, je me répète, mais n'hésitez pas, il faut toujours contextualiser à votre réalité, avec votre territoire, avec votre secteur d'activité et la réglementation qui est liée à ce secteur d'activité. Donc l'idée, c'est pas de faire du copier-coller de ce que je suis en train de proposer, c'est juste de comprendre les enjeux et en fonction de votre entreprise, bah, vous allez chercher le secteur. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du cacao. Le cacao, il va être réglementé par les lois sur la déforestation. Ça va pas du tout être pareil pour une entreprise, je sais pas, qui va être je sais pas, dans le numérique ou qui va être dans le bâtiment, chacun a ses propres réglementations au niveau du secteur. Et bien entendu, ça va pas être pareil non plus au niveau du pays. Côte d'Ivoire est très différent de Madagascar, qui va être différent du Cameroun, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les lois dans votre propre pays, de faire une veille sur le secteur dans lequel vous travaillez. Et c'est ça qui va vous permettre de bien structurer vos indicateurs par rapport à la pertinence de votre activité. Souvent, quand même, au niveau des indicateurs d'environnement, on est à peu près souvent sur les mêmes bases, hein. On peut parler aussi de la consommation de l'eau et des déchets produits par la filière. Au niveau social, on sera aussi à peu près sur la même base. Ça, c'est des indicateurs de base que vous pouvez quand même pas mettre de côté. On va être sur le nombre d'employés par type de contrat et par pays. On va être sur le pourcentage de femmes. On va être sur le nombre d'accidents du travail ou d'accidents du travail. On va être sur le respect des salaires minimums, les écarts hommes-femmes, pas forcément en fonction d'où vous êtes, mais voilà, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a une convention? C'est pareil, ça va dépendre de votre secteur, c'est pas obligatoire de le chercher. Et les heures de formation qui ont été mises. Donc là, c'est des exemples d'indicateurs, bien entendu. Vous en avez beaucoup plus. Juste à titre d'info, sur une VSME à peu près complète, on est sur 150 indicateurs. Est-ce que c'est bon de votre côté? Pour là, je passe à un sujet peut-être un peu plus compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était en Europe. La CSRD est assujettie à la double matérialité, ce qui n'est pas le cas de la VSME, même si je le recommande. En tout cas, pour les entreprises de 250 salariés, moi, je trouve que c'est très intéressant de la faire, mais elle n'est pas obligatoire. Titre d'info, les États-Unis non plus n'ont pas mis l'obligation de double matérialité, mais par exemple, la Chine, comme je donnais comme exemple, l'ont mis. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la double matérialité, avant, et par exemple, même aux États-Unis ou même en Afrique, souvent, ce qui se fait, c'est qu'on va mesurer, on va évaluer l'impact des sujets ESG sur la performance de l'entreprise, c'est-à-dire plus clairement, on va se dire, est-ce que le changement climatique a un impact sur la performance financière de mon entreprise? On reprend l'exemple, par exemple, du cacao. On va se dire, je sais pas, il y a de plus en plus de sécheresse ou d'inondations. Ça affecte ma récolte. Donc, oui, le changement climatique a un impact sur la performance de mon entreprise et amène un risque. D'accord? Donc ça, c'est ce que font les États-Unis, c'est ce qu'on faisait au niveau de l'Europe tout le temps, c'est ce que fait aussi les pays africains pour les entreprises qui mettaient en place une démarche RSE. Souvent, on était sur la matérialité simple et donc on questionnait l'impact sur la performance de l'entreprise et on allait interroger les parties prenantes pour savoir si nos parties prenantes avaient à peu près le même résultat.
La double matérialité, c'est un peu enfin, c'est pareil. Donc, on va encore questionner l'impact des sujets ESG sur la performance de l'entreprise, mais en plus, en fait, on va se dire quel est l'impact de mon activité sur l'environnement. Que ce soit environnement, quand je dis environnement, c'est pas environnement, c'est tout environnement, économique, social et naturel. D'accord? Je donne un exemple. Mon activité cacao, si on reprend ça, on a dit que le changement climatique avait un impact sur la performance de mon entreprise, mais vice-versa. Est-ce que mon entreprise, de par ses activités, a un impact sur le changement climatique? C'est-à-dire, si on utilise, par exemple, je sais pas, pour transporter et qu'on a une grosse, de grosses pollutions ou de grosses émissions de gaz à effet de serre, on peut dire que notre activité a un impact sur le changement climatique. Donc, c'est ça la double matérialité. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Est-ce que quelqu'un veut donner un exemple pour voir s'il a bien compris? Parce que je sais que c'est une dimension qui n'est pas forcément très évidente. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Juste un oui, non, s'il y a juste besoin d'aller un petit peu plus loin, c'est bon? En tout cas, pour moi, c'est clair. Ok. Euh, On à tous les pourra, participants, n'hésitez pas à réagir via le chat. Si vous voilà, vous avez des mettez, exemples concrets à partager, n'hésitez pas. Ou si ce n'est pas clair, n'hésitez pas également à réagir. Là, on a Franck qui a réagi, qui ouais, indique que c'est bon, ainsi que Guillaume. d'accord, très Ils bien. disent que c'est OK. Ok. Et puis, de toute manière, après, il y aura les questions, donc on pourra aller plus concrètement. Là, je vous donne juste un Super. exemple de matérialité qu'on voit classique qu'on avait avant. Donc là, vous voyez sur comme ça souvent que c'est présenté, les matrices. Je ne sais pas si vous en aviez déjà vu. Donc, sur la matrice classique de matérialité simple que je vous ai expliqué avant, et par exemple où les États-Unis et même où beaucoup de pays africains utilisent, on a donc l'importance sur le modèle économique par rapport aux enjeux ESG et l'importance par rapport aux parties prenantes. Et puis là, c'est chaque sujet. Tandis qu'à la double matérialité, on a la matérialité à impact et la matérialité financière, c'est-à-dire l'importance, si on reprend le plus classique du changement climatique, sur ma matérialité financière, donc sur mon activité par exemple, il va être là. Et quel est l'impact de mon activité sur le changement climatique? Eh ben, voilà, on pose et par exemple, là, ça peut être le changement climatique, il est haut. Et c'est avec ça qu'on va savoir quels sont les sujets prioritaires. C'est-à-dire, bah, par exemple, tous ceux qui sont dans le bleu, ou des fois on peut même prendre cela, deviennent des sujets prioritaires pour l'entreprise parce que ça a un impact sur le financier, mais ça a aussi un impact sur l'environnement. Donc, c'est les sujets qu'on doit traiter en priorité. Voilà. Et c'est comme ça qu'on priorise nos priorités parce que vous avez bien vu quand on parle de la RSE qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Si on prend l'ISO 26 000, il y a 7 thématiques. Même quand on a vu les ESRS, ça fait 12 thèmes. Donc, ça fait beaucoup de sujets. Et bien entendu, une entreprise ne pourra pas tout traiter. C'est impossible de traiter tout en 3 ans. Donc, elle va devoir faire des choix prioritaires. Et c'est grâce à cette double matérialité qu'on va savoir quels sujets deviennent prioritaires pour mon entreprise. Donc voilà, là, je vous ai redonné un exemple avec d'une entreprise avec justement, là, elle va prendre ses sujets prioritaires. Elle a fait sa double matérialité et dans les sujets prioritaires pour elle, sur les 3 ans, et ben, ça va être le changement climatique, la protection des consommateurs, la pollution, la biodiversité et la conduite des affaires. Et tout ce qui est, par exemple, eau et ressources marines, ouais. Si c'est une entreprise de plus de 1000 salariés, elle sera même pas obligée de la traiter parce que vous voyez que il n'y a pas d'enjeu pour cette entreprise par rapport à ça. Donc, dans le rapport, l'entreprise ne sera pas obligée de traiter celle-là. Par contre, elle sera obligée d'informer un peu, même sur celle-là. Par contre, pour une Alors, entreprise, on a une contribution de ouais, Lydie dans oui, le chat. Donc, elle indique qu'elle est tout à fait alignée avec toi et que, comme tu l'as indiqué, le contexte compte dans l'application de ces réglementations. Pour le cacao, par exemple, quand on parle d'impact sur l'environnement, les conditions de travail sont prises en considération, y compris la lutte contre le travail des enfants.
Exactement merci Lydie pour ta contribution. C'est exactement quand on met, je reviens là, quand on parle vraiment de double matérialité, on fait pas que environnement naturel, hein. On va questionner tout ce qui est lié au social et même à la gouvernance et à l'économie. Donc on va faire en fait, normalement il y a même enfin on fait des cotations, mais là je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais en fait on doit passer toutes les thématiques sur cette double matérialité qui nous permet après de savoir voilà si ça devient important ou pas. Euh, Alors, Julie, oui, désolée, je vais juste t'interrompre quelques secondes. On va faire une petite... vous voyez que c'est des notions qui sont pas toujours évidentes. Alors attendez, j'essaye de retourner mon PowerPoint. Je pense que j'étais là. Euh, vous voyez toujours, c'est bon, ça bouge, c'est bon pour vous? Oui, Julie, c'est Ouais. parfait. Oui, c'est bon. Ok. Et Parfait. donc, comme je le disais, donc pour ceux qui sont assujettis à la CSRD, ils vont devoir tout prendre en compte quand même et expliquer qu'à chaque fois, quel plan d'action ils vont mettre en place pour améliorer l'impact. D'accord? Donc, ils vont devoir justifier pour chaque. Par contre, pour les entreprises partenaires comme vos entreprises ou des entreprises qui ne sont pas assujetties à la CSRD, mais plus à la VSME, donc les entreprises de moins de 1000 salariés ou les entreprises africaines, eh ben, elles vont pouvoir choisir peut-être juste celles qui sont prioritaires. Donc, par exemple, là, on va prendre ces 5-là et elles ne seront pas obligées de tout traiter. Après, c'est des choix stratégiques pour l'entreprise. Donc maintenant, les défis de l'impact de la CSRD ou de la loi Omnibus sur les entreprises africaines, pour moi, c'est qu'il y a des défis, on l'a dit, de structuration, de sensibilisation, donc compréhension de cette directive qui n'est pas évidente quand c'est pas les nôtres. Mais par contre, il y a aussi des grosses opportunités à saisir et il faut bien entendu savoir appliquer tout ça. Les défis et les opportunités, on va avoir au niveau des défis, c'est une pression des partenaires commerciaux européens pour se conformer, excusez-moi, il y a une faute, à certaines normes. C'est-à-dire que malheureusement, si le continent africain et les entreprises africaines ne se saisissent pas de ce sujet, il y a un risque des exigences, et d'ailleurs c'est ce qui se passe déjà, et moi quand j'accompagne, c'est pour ça que je fais vraiment un plaidoyer sur la contextualisation de ces normes-là. C'est que malheureusement, les pressions viennent des filiales ou des grandes entreprises européennes sur les entreprises africaines et elles vont pas du tout contextualiser. Donc, des fois, elles vont demander des données qui ne sont pas du tout pertinentes pour les entreprises africaines ou qui sont pas possibles de récolter. Et il y a un risque de perdre un marché alors que c'est juste parce que il n'y a pas cette possibilité de le faire. Je donne un exemple un peu plus concret. J'accompagne un- dans une filière d'hôtellerie sur un pays africain et ils ont été chercher un label. Et dans ce label, ils demandent bien entendu le tonnage du plastique. Sauf que cette activité se fait au Bénin, par exemple, et au Bénin, il n'y a pas de traçabilité au niveau du plastique et on ne peut pas faire zéro plastique, même s'il y a des lois. Donc en fait, c'est plein de... Et ça, c'est une seule des incohérences. Et bien entendu, il peut en avoir plein d'autres. Donc, Julie, oui. juste par rapport à cet exemple d'hôtelier, ok, il n'y a pas de loi et on est un peu identique à Maurice, hein, ça n'a pas bougé depuis que tu es parti. Ouais. Voilà, ça s'est repoussé. En revanche, l'hôtelier peut très bien mesurer sa consommation plastique avec une balance et savoir quel est le tonnage qu'il utilise déjà et savoir à partir de là quel est le collecteur qui va pouvoir venir, et ça doit être un collecteur informel, j'imagine, pour après exportation pour recyclage. Donc C'est on ça. est Ouais. à Maurice, c'est ce qui se fait. Il y a pas de loi, il y a rien qui est écrit. En tous les cas, il n'y a pas d'enforcement, c'est-à-dire d'obligation. En revanche, les entreprises s'obligent et les consommateurs obligent les entreprises à ce qu'ils émettent des chartes dans les hôtels. Aujourd'hui, à Maurice, dans tous les hôtels, tu as une charte.
zéro plastique ou évitement à l'enfouissement de X, etc., etc. Donc, ils peuvent quand même avoir un tableau Excel, hein, même si c'est pas dans un format particulier, envoyer ça à leurs clients et fournisseurs pour leur dire, bah, regardez, même si on n'a pas de loi, nous, on essaye de faire comme on peut et voilà nos chiffres. Donc, il C'est y a un très toujours bon. un moyen. Oui, tu as complètement raison, Tu vois. Nathalie. C'est exactement ça. Et c'était pour ça que je disais, en fait, l'idée, c'est que quand on a tout d'un coup un partenaire européen qui t'exige ça, alors qu'on n'y avait pas pensé si on n'avait pas pris. Donc là, c'est ce qu'ils vont faire, en effet, avec leurs propres ressources. Mais ça n'avait pas été pensé avant. Donc, du coup, c'est ce que je disais, ça oblige les gens à se restructurer différemment, à repenser en fait la matière plastique différent. Et, oui, de toute manière, eux, ils n'ont pas le choix parce que pour le coup, c'était le groupe Accor. Et donc, c'est une filiale européenne, donc ils vont devoir le faire. Ouais, Sauf que moi, ce qui me dérange, c'est que quand tu envoies le reporting en fait là-bas, c'est que tu penses même pas à contextualiser quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu laisses pas le temps aux équipes de s'adapter avec ce contexte et tu peux pas dire dans les reportings comme ça, quand c'est envoyé par les filiales ou par les partenaires, il n'y a pas adapté. Enfin, tu peux pas justifier. Voilà, tu peux pas justifier de pas avoir de bordereau de traçabilité classique que tu peux voir partout. Mais bien entendu, il y a toujours des solutions et heureusement. Et juste pour donner encore un autre exemple par rapport à ça, pour vous dire que ça a une influence, on reste toujours dans des entreprises que j'ai accompagnées sur le territoire africain. Et par exemple, si on reprend encore le plastique, donc eux, on sait qu'ils ont une volonté d'aller vers le zéro plastique, sauf que leur partenaire qui fournit l'eau, par exemple, sur ces hôtels, n'a pas pensé à ça. Et donc, ce partenaire risque de perdre le gros client hôtel parce que lui, il est encore au plastique. Donc, c'est juste pour vous montrer que même si au départ, on a l'impression que c'est pas, que ça va pas nous toucher ces normes-là, vous voyez bien que petit à petit, il y a des ricochets. Et là, ça commence par un qui est d'une filiale et cette filiale travaille avec des partenaires locaux qui, eux, n'ont pas pensé à ça et du coup, ils risquent même de perdre ce client. Donc, vous voyez bien que ça a vraiment des pressions, enfin, que ça peut mettre des pressions commerciales par rapport à ces sujets-là. Mais tu as complètement raison, Nathalie. On est toujours, et heureusement, il y a des solutions. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre l'atelier de Nathalie sur l'économie circulaire où elle pourra sûrement nous parler de toutes ces solutions possibles. Ouais, parce que Voilà. tu vois, là, tu viens de me parler de partenaires qui va peut-être impacter parce qu'ils vendent de l'eau en bouteille plastique et tout de suite, bon, il me vient plein d'idées. Donc, Voilà. après, l'entreprise, elle doit aussi travailler avec ses fournisseurs et les aider à rentrer dans ce cercle vertueux qui est bien sûr l'économie circulaire, mais qui est attaché à la CSRD. Parce que tout est lié, en fait, hein, RSE, économie circulaire, tout est lié. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Exactement. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs dans la CSRD, dans environnement, le dernier ESRS est lié à l'économie circulaire. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dans la CSRD est inclus l'économie circulaire. Donc, en effet, on est vraiment tous liés. Et vous voyez bien que c'est pour ça que c'est important de faire la double matérialité pour voir si c'est prioritaire. Donc, si par exemple on parle de cette entreprise, ça devient l'économie circulaire, devient prioritaire et elle aura des plans d'action et des ressources à aller chercher, des partenaires sur ces enjeux-là. Pour certains, ça ne sera pas une priorité parce qu'elle en aura d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que dans 5 ans, ça ne deviendra pas prioritaire. Donc, c'est pour ça que vous voyez bien qu'il y a tellement de sujets et que c'est tellement grand qu'on ne peut pas tout traiter et que c'est important de faire cette double matérialité pour savoir si c'est prioritaire pour l'activité. Du coup, l'autre défi que moi je vois par rapport aux entreprises, et on vient d'en parler avec Nathalie, c'est la nécessité de collecter la donnée. Bah, par exemple, là, on vient exactement comment on collecte la donnée quand notre entreprise n'est pas structurée, par exemple, sur la gestion des déchets, comment on fait, où on récolte. Mais donc là, c'est un exemple au niveau des déchets. Mais si je prends toutes les données, par exemple, on aura déjà peut-être des données sur l'énergie, sur la consommation d'eau, mais ou sur tout ce qui est RH. Mais souvent, ces données, elles sont un peu partout. Et c'est très, très compliqué. Moi, un des défis que j'ai quand j'accompagne les entreprises, c'est de récupérer la donnée, vérifier la donnée,
et la stocker au même endroit pour après l'analyser. Donc vraiment, et ça, mine de rien, ça a un coût d'organisation, ça a un coût humain et peut-être même un coût d'investissement. Donc beaucoup d'entreprises travaillent encore avec Excel hein, pour être tout à fait honnête, même les très très grands groupes travaillent avec Excel. Après, en Europe, on sait qu'il y a de plus en plus de plateformes qui se sont créées pour collecter la donnée, mais on n'est pas obligé d'aller sur des plateformes. On peut faire un très beau tableau Excel, mais c'est juste euh, il faut bien expliquer à l'ensemble de ses collaborateurs les données qu'on veut chercher, pas en prendre plein parce que vous allez perdre vos collaborateurs, juste ceux qui sont vraiment pertinents pour vous et commencer tranquillement à les stocker, à les mettre pour pouvoir après les analyser. Et ça, eh ben, ça s'accompagne avec vos collaborateurs. Bien entendu, l'autre opportunité, si vous avancez sur ces sujets alors que vos partenaires ne sont pas encore avancés là-dessus, eh ben, vous allez avoir des avantages concurrentiels et une belle image de marque. Votre entreprise va pouvoir répondre aux appels d'offres parce qu'elle sera, il y aura peut-être pas autant de concurrents à vous qui se seront avancés sur ces sujets-là. Donc, c'est une belle avancée. Et l'autre, bah, bien entendu, c'est stimuler l'innovation et les nouvelles opportunités. Nathalie vient de le dire. Si on commence à penser ça, elle a eu plein d'idées. Et ben, en fait, l'entreprise, quand elle va discuter avec ses partenaires, elle va se rendre compte qu'ils vont pouvoir créer des choses ensemble et innover ensemble et peut-être sortir des nouveaux produits. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, on a vu les opportunités et les défis. Et maintenant, avant de finir, je pense que c'est toujours très important de rappeler comment on structure une démarche RSE, même si ceux qui ont suivi l'atelier que j'avais fait sur la RSE, on en avait déjà parlé. Donc, très rapidement, pour différencier, il est important de rappeler votre raison d'être. La raison d'être, c'est tout ce qui est lié à la vision, à vos valeurs et à vos missions, d'accord? Donc, quelle vision, quelle entreprise vous voulez être, quelle aspiration votre entreprise a en termes d'impact sur l'environnement social et naturel. Donc, c'est quoi sa vision par rapport aux enjeux de durabilité? Si elle n'a pas de vision, on ne peut pas construire une stratégie parce que ça ne sera pas à long terme. Après, du coup, une fois qu'on a cette vision, on a la stratégie. C'est-à-dire que, OK, on a mis cette vision qui est à long terme. Comment ça se traduit de manière opérationnelle pour réaliser cette vision? Qu'est-ce qu'on a besoin pour répondre à ce qui ne fonctionne pas actuellement? Si on prend, bah voilà, ce qu'on vient de parler avec le plastique, OK, on a cette vision d'être plus responsable. Dedans, un des enjeux, c'est le plastique. Et ben, quelle stratégie je vais mettre en place pour diminuer mon plastique ou quelle stratégie je vais mettre en place pour diminuer mon impact carbone ou quelle stratégie je vais mettre en place pour réduire les accidents, parce que à chaque fois on parle d'environnement, mais je n'oublie pas le social, pour réduire les accidents de mes collaborateurs quand ils viennent au travail, sécuriser la production, etc., pour pas avoir d'enfants. Bon, peu importe en fait, en fonction des priorités que vous avez. Et une fois qu'on a cette stratégie, qu'on a définie, eh ben, quels moyens? Comment je vais faire pour mettre en œuvre cette stratégie? Quels moyens humains, mais aussi financiers et matériels j'ai à moyen et long terme? Bien entendu, comme tout projet, comme toute entreprise, eh ben, on va commencer à mesurer avec les indicateurs. Donc, quels indicateurs on va prendre pour mesurer cette stratégie et ses objectifs? Avec une valeur derrière, est-ce que bah voilà, avec des buts, avec un tableau de bord pour avoir des objectifs bien ciblés et chiffrés par rapport à ça. Et après, par fonction, par département, en fonction de la taille de votre entreprise, et ben, on va mettre en place des actions sur chaque département. Et c'est ça qui structure en fait votre stratégie RSE qui est en lien avec tout ça. Si on reprend par exemple le cas qu'on avait pris tout au début sur le chantier, enfin l'exemple de l'entreprise industrielle Cacao qui travaille avec une entreprise européenne et qui est son plus grand fournisseur, elle, ses chantiers prioritaires, bah, ça veut peut-être être de structurer un minima son ESG, sa stratégie, d'accord? Pour cela, elle va devoir, soit c'est la direction qui va prendre, ou soit elle va désigner un référent interne qui sera à même de suivre les enjeux de ESG, sûrement de devoir être formée. Elle va devoir faire un diagnostic
sur les matières premières qu'elle a, par exemple la RH, enfin tout ce qui est diagnostic ESG ou RSE pour savoir où elle en a et où sont ses failles. Elle va avec ça permettre en fonction de ses enjeux prioritaires, de structurer, comme on vient de le dire en haut, juste là, quoi. Elle va reformuler toute sa stratégie. Elle va mettre en place ses indicateurs simples. Donc, par exemple, si on prend pour cet exemple, elle a déjà peut-être des indicateurs liés à la consommation d'énergie, aux conditions de travail et aux origines des matières premières. Donc, c'est ça qu'elle va commencer à communiquer. Et après, petit à petit, elle va commencer à organiser la gestion de ces données pour la centraliser et pour permettre de tracer ses fournisseurs et petit à petit pour lui permettre en fait de relayer toutes ces informations à son client. Sur les indicateurs qu'elle peut prendre en exemple, sur ce cas-là précis, ça va être le nombre de fournisseurs qui sont tracés, la consommation d'énergie par tonne produite, le taux d'accident de travail, le pourcentage de salariés formés, politique anticorruption existante, etc., etc. C'est juste pour vous donner des indicateurs en fait de ce qu'on demande dans une démarche RSE. Donc, si vous voulez vraiment bien vous préparer sur ces sujets de réglementation européenne et si vous souhaitez travailler en tout cas avec des grands groupes, que ce soit des grands groupes africains, parce que je vous informe enfin, c'est vrai que déjà les grands groupes africains commencent à se structurer. Vous devez, comme vous avez fait là, participer aussi à des ateliers, vous renseigner. Les lois, elles sont mises en place. C'est pas toujours très facile à lire, mais voilà, rien qu'avoir participé, vous avez au moins compris l'essentiel, je pense, j'espère. Peut-être travailler, vous essayez sur cette notion de principe de double matérialité parce que c'est pas facile à mettre en place. Là, je suis pas rentrée dans le détail, mais des fois, il peut même avoir des cotations. Donc, c'est assez compliqué, mais peut-être vous essayez gentiment de prendre votre activité et de voir quel est l'impact de votre activité sur l'environnement. Et je redis, quand je dis environnement, c'est économique, social et naturel. Et vice-versa, quel est l'impact de chaque thématique sur votre propre activité au niveau performance financière. Après, une fois que vous avez bien compris tout ça, que vous êtes bien renseigné, moi, je vous invite vraiment à commencer à informer vos salariés, vos équipes, à les sensibiliser et à voir qui serait intéressé peut-être à prendre une partie de ces sujets et de la monter en compétences et petit à petit de créer un comité. Après, une fois que vous avez un peu cette équipe qui est autour de vous, vous avez un référent, peut-être commencer à prioriser avec cette notion de double matérialité ou même de matérialité simple, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la double matérialité, il n'y a pas d'obligation, mais commencez à prioriser vos actions par rapport à vos enjeux, d'abord financiers. On revient à financier. Et si vous voulez aller plus loin avec la double matérialité sur vos impacts, si vous êtes une entreprise qui a vraiment envie d'être responsable, et commencer à structurer votre reporting ESG autour de ça, ce qui vous permettra petit à petit de communiquer sur vos méthodes et sur vos impacts parce que vous aurez documenté tout ça. Pour s'organiser tous par rapport à ce que je viens d'expliquer, vous pouvez aussi aller chercher les pratiques de la concurrence en matière de RSE ou de rapport de durabilité. Si vous êtes dans un secteur, peu importe, vous allez voir, je suis persuadée que peu importe le secteur, vous pourrez trouver des entreprises qui ont déjà édité des rapports ou qui sont assez performants là-dedans. Donc, moi, je vous invite à les lire, à les regarder et vous verrez, il y a beaucoup d'éléments et ça vous permettra de mieux comprendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nommer une personne clé, identifier des personnes sûrement dans votre entreprise, mais même dans l'ensemble des parties prenantes qui sont assez intéressées par ces sujets et sur lesquels vous pourrez embarquer ensemble. L'idéal, c'est constituer un comité de pilotage et dedans, moi, je mets souvent la RH, le financier, le manager et la production et le QHSE si vous en avez, ça va dépendre, pour structurer un peu ce comité de pilotage, voir avec comment vous allez structurer l'accès aux données pour qu'elles soient fiables et surtout, pensez au temps que ça demande. Ça demande beaucoup de temps, donc estimez le temps et le budget que vous avez pour mettre tout ça en place. Parce que si c'est pour ne pas envoyer, enfin, de créer un comité, d'engager personne, mais que derrière, vous leur laissez pas de temps, c'est quelque chose qui sera forcément voué à l'échec par rapport à ça.
Pour résumer, très très rapidement, il y a un, un petit schéma qui reprend un peu la démarche que je viens de dire. Donc, vous identifiez votre référentiel RSE, ça peut être l'ISO 26000, ça peut être la VSME, ça peut être l'agenda 2063 pour le continent africain, ça peut être le green, enfin, peu importe, on a quand même beaucoup de référentiels autour de la RSE. On identifie les enjeux prioritaires avec la double simple matérialité. Je vous invite quand même à cartographier l'ensemble de vos parties prenantes pour voir qui est intéressé de travailler avec vous, donc parties prenantes internes et externes. Après, on fait l'analyse de la performance, on identifie les objectifs et les stratégies, on élabore notre plan d'action, ce qui nous permet après de communiquer et de valoriser la démarche, l'évaluer et on recommence. Donc, voilà à peu près pour faire bouger les lignes à niveau de la RSE. Donc, voilà. Place aux questions.